Encore une fois, vous êtes à la bonne place. Vous êtes sur les ondes de Top Pot, votre podcast en français sur la science, l'industrie et la consommation du cannabis. Mon nom est Luc Prévost et j'ai le plaisir de vous recevoir dans un cannabistro virtuel, le Top Pot. Bienvenue chez vous. Top Pot ne donne aucun conseil. Consultez votre médecin, votre pharmacien, votre avocat, votre journaliste préféré, le législateur ou la personne de science de votre choix. Aucun des auteurs, contributeurs, commanditaires, administrateurs, toute autre personne liée à Top Pot ne peut être tenu responsable de quelque manière que ce soit de votre utilisation de l'information contenue dans le podcast. Vous allez bien? Le chanvre est bon par chez vous? L'industrie du cannabis innove à tous les jours. Une de mes motivations quand j'ai lancé Top Pot était de comprendre comment l'industrie naissante allait poursuivre ses recherches. Je me souviens de lire le magazine High Times dans les années 70 et on y parlait déjà d'aéroponie. Aujourd'hui, je partage avec vous quelques éléments de ma veille technologique. On commence par une nouvelle très récente. Une société canadienne qui s'appelle Canab Co. C-A-N-N-A-B Co. C-O, en un seul mot. Eh bien, cette société a développé une technologie exclusive qui permet de réduire l'odeur d'un cultivar qui aussi a un pourcentage de THC très élevé. La compagnie est établie à Brampton, en Ontario. Leur cultivar PureCan 41% afficherait une teneur en cannabinoïdes de 40,6% et un taux de THC de 35%. C'est déjà incroyable en soi, mais la nouvelle n'est pas là. C'est que ces fleurs seraient pratiquement sans odeur quand on les fume, ou quand elles sont dans nos poches. Canab croit que son produit aidera à déstigmatiser le cannabis partout où son odeur est mal perçue. Fini l'odeur de moufette qui déplaît tant aux matantes et aux mononcles. Selon Mark Pelican, le PDG de l'entreprise, plusieurs autres cultivars forts en THC sont déjà en développement. Rappelons tout de même que Canab Co. est dans le processus d'obtention de sa licence de producteur autorisé de Santé Canada. C'est pas encore fait. Mais avant d'aller plus loin, vous le savez, quand je suis au comptoir du Top Pot, que je n'ai pas d'invité, qu'est-ce que je fais? Je me prends un café. Juste une seconde. Et MJ? Ah oui? OK. Mon habituel, s'il te plaît. Salut. Est-ce que des fleurs de cannabis sans odeur sont une très, très bonne mauvaise idée? Question se pose, non? Du vin sans odeur, c'est quoi? De l'alcool? Ben, c'est pas vrai, parce que ça peut avoir un goût, aussi. Mais il est vrai que quand j'ouvre une bouteille sur mon balcon l'été, mes voisins ne reçoivent pas une note pour les avertir de mes goûts particuliers dans les Shiraz, par exemple, ou dans le champagne. Une enquête de BuzzFeed qui date de 2019 révèle que plus de la moitié des Américains consultés pensaient que l'odeur de l'herbe cannabis en public était un problème. Au Canada, le pourcentage est encore plus élevé. Non, je n'ai pas trouvé de chiffres pour le Québec afin de comparer cette acceptabilité de l'odeur Canada-Québec. Enfin, dernier avantage, il paraît que la fumée de ce cultivar serait moins irritante et ferait moins tousser. Le site de Canab Co. est assez discret sur la technologie déployée pour arriver à ce résultat. Leur procédé, qui s'appelle PureCan, serait naturel. Il exclurait les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et les intrants chimiques. Il y a d'autres choses encore très étonnantes dans cette société et leurs produits. La compagnie annonce un coût de production de 40 sous le gramme. C'est assez extraordinaire en intérieur, et des récoltes de 1,36 kg par pied carré par année. Voici des chiffres qui devraient faire peur à une partie de l'industrie. Mais comme je le disais, Canab Co. n'a pas encore sa licence de Santé Canada. À suivre, donc. Juste une seconde. Merci, MJ. Un peu d'eau. Je suis très haut répondeur au café. Oh, que ça fait du bien. OK. Mais avant de changer de sujet, on peut aussi se joindre à la communauté scientifique du cannabis
qui cherchent depuis toujours, c'est peut-être un peu long, mais depuis très longtemps, la nature des composés qui donnent cette odeur de moufette au cannabis. Et ce que Cannabco ne révèle pas, on peut l'apprendre ailleurs. On a longtemps pensé que seuls les terpènes étaient responsables de cette odeur si caractéristique du cannabis, sans que personne ne réussisse à lui associer une combinaison précise de composés. Eh bien, la société Abstrax, A-B-S-T-R-A-X, eh bien, cette société a décidé d'explorer cette question en utilisant toute la science disponible. Chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle, spectrométrie de masse, détection par ionisation de flammes et chimilunescence du soufre. Rien de moins. Le résultat de cette étude repose sur la découverte de composés sulfurés volatiles qui sont directement liés à l'arôme piquant du cannabis. Ces composés organiques contenant du soufre sont détectés grâce à la chimiluminescence ou la chimioluminescence, qui est la production de lumière suite à une réaction chimique. Si vous êtes déjà allé dans un rave, vous savez de quoi je parle. Oui, tous ces petits machins là, qui s'allument quand on les active en les pliant, eh bien, ils utilisent ce type de réaction chimique. Eh bien, dans le contexte de la recherche scientifique, la chimioluminescence du soufre permet de détecter des quantités infinitésimales de composés cannasulfurés spécifiques au pot. Les résultats de l'étude constituent la pierre angulaire d'une nouvelle forme d'exploration potentielle pour les producteurs autorisés. C'est que la capacité de certains cultivars à produire ces composés pourrait permettre de comprendre s'il s'agit d'un phénomène génétique ou pas. Ces composés de soufre volatiles sont aussi naturellement présents dans l'ail, par exemple, et ils sont reconnus comme étant bénéfiques pour la santé. Les mêmes composés présents dans le pot pourraient révéler des propriétés médicinales encore plus importantes, peut-être. D'autres études, évidemment, sont nécessaires pour confirmer formellement ces prétentions. C'est ça la science, hein? Tu cherches, mais tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Cette étude offre des perspectives immédiates pour le travail des producteurs autorisés. Comment? C'est qu'en mesurant les composés de soufre volatile en fonction de la croissance de la plante, la recherche a permis de constater que les concentrations de ces composés augmentent de façon notable à la fin de la croissance de la plante pour atteindre une concentration maximale après le séchage. Et après ça, ça va chuter dramatiquement. L'étude démontrerait qu'il y a une période précise et limitée, hein, une fenêtre, une sorte de course contre la montre pour acheminer au consommateur un produit dans toute sa plénitude. Ces recherches ne font que commencer et elles pourraient permettre la préservation et la protection des composés naturellement présents dans la fleur de cannabis récoltée. On peut réellement parler de fleur de cannabis 2.0. Pas cannabis 2.0, fleur de cannabis 2.0. Ce que je comprends, c'est que les producteurs autorisés qui maîtriseront ces méthodes de production et de distribution pourront offrir une expérience bonifiée et spectaculaire aux consommateurs. OK, on change de sujet. Vous connaissez la technologie IRF ou l'identification par radiofréquence? En anglais, on appelle ça RFID. Il s'agit d'un système d'identification couramment utilisé un peu partout depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans le fond, c'est juste une petite puce implantée dans une étiquette. Cette puce peut enregistrer et stocker des données telles que le prix ou le numéro de série. Une société comme Walmart exige ce genre de service de tous ses fournisseurs. La première fois que j'ai entendu parler d'une utilisation créative de cette technologie, c'était il y a presque déjà une trentaine d'années, et c'était en Europe. Un groupe d'anarchistes avait développé une stratégie remarquable pour embêter certains grands distributeurs. La méthode était ingénieuse. Ils soutiraient la puce d'un produit assez coûteux et l'installaient sur un petit animal ou un insecte. Un gros cafard, par exemple, hein, une blatte, une coquerelle, quoi. Ensuite, ils appelaient le magasin pour prétendre vouloir acheter l'article. Et là, les employés devaient courir après des produits qui se déplaçaient tout seuls dans des entrepôts. C'est quelque chose, non? On revient à nos étiquettes. On peut les trouver un peu partout en 2021.
dans le passeport canadien, dans les cartes de crédit avec option de paiement sans contact, dans les livres de bibliothèque, dans les cartes clés de votre hôtel préféré ou même peut-être dans la clé de votre auto. Dans l'industrie du cannabis, voici ce qu'un système IRF bien conçu peut faire. Il peut permettre une meilleure gestion du cycle de vie des plantes. Il permet de mesurer le poids d'un plant spécifique à la récolte et après. Un système IRF mesure l'inventaire réel total d'une usine et des emballages en quelques minutes, peut-être secondes, selon la taille de votre hangar. La localisation en temps réel est possible, ce qui simplifie la manutention des plants et leur destruction aussi. Parce que l'on parle de cultivars et de génétique, la relation de chaque plant avec le plant mère est aussi connue. La technologie IRF, et ici il ne s'agit pas d'un détail, cette technologie est moins exigeante qu'un code QR, par exemple, pour qu'un balayage, le scan, soit efficace. À la fin d'une année, le nombre de secondes récupérées peut devenir un réel avantage compétitif. À grande échelle, un producteur autorisé qui cultive sur des centaines d'hectares peut faire son inventaire très facilement. Le même producteur autorisé peut trouver une plante spécifique parmi les milliers de plantes qui peuplent ces champs. Une mutation apparaît dans un plant, on peut retrouver la mère en quelques secondes. Évidemment, je ne mentionne pas les erreurs humaines qui peuvent être évitées, les doigts dans le nez. Faire un inventaire précis à 99,9% de précision en quelques secondes, personnellement, je trouve ça cool. L'idée ici n'est pas de remplacer les humains, mais simplement de les affecter, de leur attribuer des tâches qui ont une vraie valeur ajoutée. Est-ce qu'un microproducteur peut se payer une telle technologie? J'ai vérifié. Une imprimante à étiquette IRF n'est pas plus grosse qu'une imprimante normale et coûte quelques centaines de dollars. Dans la course au coût de production du gramme le plus bas possible, la technologie IRF a sûrement sa place. D'ailleurs, si vous connaissez un producteur autorisé qui utilise cette technologie, je suis curieux évidemment d'en savoir plus. lucprévost@hotmail.com. OK. Question ridicule pour nous amuser. Peut-on améliorer le soleil, l'astre qui est dans le ciel? Si tu as un PA qui travaille avec des serres, la question se pose. Et la réponse existe. Eh oui, le film luminescent UbiGrow améliore le rendement d'une culture de cannabis grâce à la modification spectrale, selon la compagnie qui le produit, Ubiquid. UBIQD en anglais. La nouvelle technologie est un film luminescent, luminescent veut dire qui émet de la lumière, qui convertit donc les photons bleus et ultraviolets en longueur d'onde plus importante, à savoir le rouge et l'orange. Le film, la pellicule, permet donc de modifier le spectre naturel du Soleil pour un éclairage qui ressemble plus à celui des plantes à sodium haute pression, les fameuses SHP. La société Ubiquid aurait obtenu une trentaine de brevets reliés à cette technologie. Mais là où UbiGrow se distingue de sa compétition, en effet, ils ne sont pas les seuls dans ce marché, c'est que les produits concurrents utilisent du cadmium et du plomb pour produire leurs films. Les procédés chimiques de UbiGrow sont conçus pour l'agriculture et utilisent que des produits non toxiques. Ouais, ça a l'air trop beau pour être vrai, hein? J'en entends même dans le fond du café qui disent qu'il faudrait faire des tests. Vous avez pas tort! Eh oui, des tests ont déjà été réalisés. Un premier test a eu lieu en 2020 dans les installations de Sacred Garden, un producteur autorisé de cannabis médical à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Un petit test sur 3000 pieds carrés avec 4 cultivars différents et un total de 182 plants. Résultat final, une augmentation de rendement global de 8 %. Juste un test, ça compte pas? OK. Le producteur Little Hill Cultivators, en Californie, a testé UbiGrow sur une surface de 2160 pieds carrés avec 248 plants et pour 2 cultivars différents. Non seulement la croissance végétative a été plus forte, plus considérable, mais l'augmentation du rendement sec après 10 semaines fut de 16 %. Juste 2 tests, ça compte pas? OK. Eh bien, en Oregon,
La ferme Frontier Farms, située à Hood River, a mesuré une augmentation de 7,7 % du rendement humide dans une de ses serres. Améliorer le soleil. Fallait oser. OK, on change de sujet. Je suis particulièrement intéressé par toute l'impression 3D. J'ai un compte Pinterest avec, en date d'aujourd'hui, 12 339 photos d'objets imprimés. Je fais une petite veille et j'ajoute quelques photos à chaque jour. Est-ce que l'impression 3D peut aider un producteur autorisé? La réponse est oui. Imaginons un capteur de sol biodégradable imprimé en 3D qui mesure les niveaux d'humidité et d'azote. L'impression 3D permet de fabriquer ces senseurs à faible coût. Grâce à une technologie, somme toute, simple et abordable, le producteur autorisé peut surveiller précisément les conditions du sol. D'un champ à un autre, beaucoup de paramètres peuvent changer et les besoins en eau et en engrais peuvent varier dramatiquement. Ouais, mais les déchets de cette production-là de senseurs, eh bien, on y a pensé et on n'utilise que des matériaux biodégradables comme le bois et le zinc, et les capteurs sont encapsulés dans de la cire de soja. À la fin de sa vie utile, qui peut être calculée précisément, le capteur commence à se dégrader naturellement. Les signaux des capteurs sont transmis avec la technologie IRF dont j'ai parlé plus tôt, mais disons une variation comme celle utilisée pour les péages routiers. Il suffit donc d'envoyer un drone équipé d'un lecteur ou n'importe quel équipement capable de circuler dans les champs pour relever toutes les informations disponibles. Et si on était plus ambitieux? Et si on imaginait un capteur pour mesurer la soif d'un plant de cannabis? Comment? Par une simple projection d'une lumière infrarouge sur les feuilles du plant. La lecture de la lumière réfléchie permet de savoir si le plant est déshydraté. Le capteur au sol ordinaire, celui dont je parlais précédemment, doit être calibré pour chaque parcelle, car les sols peuvent différer grandement sur une même exploitation agricole. L'avantage du capteur de plant, c'est que lui n'a besoin que d'une seule calibration. C'est quoi le cultivar que je surveille, là? Dis-le-moi, producteur autorisé. Après ça, je te fous la paix. Eh bien, pour un producteur autorisé, il est plus utile de comprendre l'état du plant que l'état du sol, hein? L'état du plant ne ment pas, alors que l'état du sol ne dit pas tout. La durée de vie de ce capteur serait, semble-t-il, de 10 ans, sans même avoir besoin de changer les batteries. Moi, je trouve ça formidable. Par contre, oui, c'est gentil, tous ces machins, mais si tu fais pousser du pot dans ton sous-sol, comment la technologie peut-elle t'aider? J'y ai pensé. Ici, il est difficile de parler d'innovation, mais si vous ne connaissez pas cet outil, vous allez m'aimer. Je parle évidemment du réfractomètre Brix, inventé en 1874. Et là, je vous cite Wikipédia. Le réfractomètre mesure l'indice de réfraction d'une solution sucrée. Suivant la teneur en sucre du liquide, son indice varie et l'appareil indique par une délimitation colorée le degré Brix. L'échelle de Brix sert à mesurer en degrés Brix la fraction de saccharose dans un liquide, c'est-à-dire le pourcentage de matière sèche soluble. Plus le degré Brix est élevé, plus l'échantillon est sucré. Fin de la citation. Les viticulteurs connaissent bien cet outil et il est également utilisé dans la confiserie et plein d'autres secteurs agroalimentaires. J'ai trouvé un très bel article dans Québec Science. Évidemment, il y a un lien dans les notes de l'épisode pour les curieuses. Voici comment débute l'article. Utiliser l'énergie solaire pour s'éclairer, se chauffer, cuisiner ou produire de l'électricité. C'est ingénieux, mais nous ne sommes pas les premiers à exploiter les richesses du soleil. Les plantes le faisaient bien avant nous. Pour grandir, il faut des nutriments. C'est vrai pour les animaux, mais aussi pour les plantes. Mais les plantes fabriquent elles-mêmes leur nourriture grâce à un processus appelé photosynthèse. Leur recette pour produire le glucose, ce sucre essentiel à la survie, de l'hydrogène, du carbone, un peu d'oxygène et bien sûr l'énergie du soleil. Fin de la citation. Pour produire des fleurs qui regorgent de cannabinoïdes, un plant de pot doit produire efficacement une photosynthèse.
La quantité de sucre dans un plant nous informe donc de sa santé générale. Tous les facteurs qui plaisent aux consommateurs sont influencés par le taux de sucre des plants. Odeur, couleur, goût et terpènes évoluent en fonction des degrés Brix. Un degré Brix adéquat signale un bon système immunitaire dans un plant. Quel est le bon degré Brix pour récolter? Selon la nature du cultivar, il faut un degré Brix, semble-t-il, qui évolue entre 12 et 15 %. Mais il est évident que bien connaître son cultivar permet de choisir le degré Brix adéquat. Une mesure inférieure à 12 % suggère que le plant est immature. Il est quelle heure, là? Oh, c'est l'heure! Une seconde. MJ! MJ! Merci beaucoup. Semaine prochaine. Bye. OK, mais si on n'est pas un producteur autorisé, si on n'est pas un producteur délégué, si on n'est pas un hors-la-loi, si on n'a pas de sous-sol, si on est juste un amoureux des cannabinoïdes, est-ce qu'il y a des innovations qui peuvent influencer ma consommation? Oui, définitivement. Je vous donne un premier exemple, défoncer une porte ouverte. Il ne faut jamais oublier qu'un jour, le mur a été inventé dans une maison. C'est une nouvelle technologie. Aujourd'hui, on prend le mur pour un fait acquis, mais il faut considérer un mur comme une technologie. Je vous donne un premier exemple appliqué au sujet qui nous intéresse. À tous les jours, je vois des gens déçus par leur achat de pré-roulé. De ces déceptions, j'exclus les commentaires du genre « Ça frappe pas assez, man! » Je ne m'intéresse qu'à la qualité esthétique du joint. Et pour en avoir acheté fréquemment, pour tester les innovations dans ce type de produit, il est clair que comparé à un module commercial, une cigarette industrielle, le résultat est souvent décevant, mais surtout inégal. Jusqu'à l'apparition des Reddies de Redcan. Vous les avez vus, ces pré-roulés? Ils sont beaux, ils brûlent parfaitement, toujours également. Oui, certains utilisateurs n'aiment pas la longueur du filtre et sa couleur. D'autres n'aiment pas le goût du papier. D'autres n'aiment pas la compagnie. Il s'agit de préférences personnelles tout à fait respectables. Mais mon sujet est ailleurs. Je vous donne un exemple. Et là, je partage une expérience personnelle. Je me rappelle avoir acheté près du carré Saint-Louis, à Montréal, un paquet souple de joints, comme celui des cigarettes françaises gauloises. Ça doit faire au moins une 30aine d'années. Ça arrivait de la Jamaïque. La marque s'appelait, quel clin d'œil, El Granja. Et le visuel représentait une ferme bucolique. C'était les plus beaux joints que j'ai vus de ma vie jusqu'à la semaine passée, où j'ai pu toucher un Reddies. Derrière cette production de joints uniformes, il y a des technologies adaptées tout simplement aux exigences du cannabis. Ça a pris quelques années. Personnellement, j'appelle ça une avancée, pas une révolution, mais une avancée technologique significative. L'avenir est définitivement au pré-roulé, c'est ce que disent les ventes partout à travers le monde. Maintenant, dans un registre plus large, et maintenant que vous connaissez mon intérêt pour l'impression 3D, je vous présente une société qui œuvre dans ce secteur qui s'appelle Nourished. N-O-U-R-I-S-H-E-D. Cette société se spécialise dans les bonbons de gélatine qui sont si populaires auprès des amateurs de mangeables. Ces produits comestibles qui sont totalement absents des points de vente de la SQDC. Nourished imprime des petits machins remplis de vitamines, de minéraux et de nutriments. Il y a un lien dans les notes de l'épisode que je partage pour que vous puissiez voir comment le produit final est beau et facile à produire. Nourished ne produit rien pour l'instant qui contienne des cannabinoïdes. Rien. Et si elle en produisait demain matin, est-ce que je m'attends à ce que la SQDC vende ses produits? Absolument pas. Peu importe les raisons, bonnes ou mauvaises. Si je partage cette expression d'une technologie avec vous, c'est que je crois que c'est le consommateur qui, dans le confort de sa cuisine ou de son bureau, va produire ses propres mangeables sur mesure. C'est possible de faire ça aujourd'hui. Ce qui manque pour que les consommateurs adoptent massivement cette technologie est une offre inclusive qui présenterait aux amoureux du cannabis une solution clé en main, facile à nettoyer. Parce que pour l'instant, ces trucs-là se nettoient très difficilement. On y est presque. Imaginez que l'on puisse s'imprimer à la maison des mangeables pour chaque moment de la journée. Et pourquoi pas même des mangeables salés pour accompagner
la bière de la fin de journée. C'est ce que j'imagine très bientôt pour les consommateurs de cannabis. Et voilà, c'était l'épisode de Top Pot de la semaine. Vous connaissez des technologies dont j'aurais dû parler dans cet épisode? Vous avez des questions, des commentaires, des critiques? N'hésitez pas à m'écrire, lucprévost@hotmail.com. Je vous remercie pour votre écoute, vos partages et vos suggestions. Allez, bonne semaine, beaucoup de bien-être et bon chanvre.